Un brillant joueur de billard voit ses rêves se briser brutalement sur les rives d'un fleuve de l'Oregon. En cherchant ses agresseurs, les enquêteurs lèvent le voile sur une histoire étrange de désir homosexuel, de rage et sur une séduisante et inéluctable alliance meurtrière. Les vacanciers viennent dans la petite ville de Roseburg, en Oregon, pour profiter du plein air. Au cœur de la ville se trouve la fourche de la partie sud du fleuve Umpqua, une artère vitale pour la région, un lieu qui rayonne normalement par sa beauté et où les gens viennent se détendre et décompresser. Le 3 juillet 1990, en après-midi, une femme de la région cherche des roches de rivière à ajouter à sa collection. Mais elle fait une découverte inattendue. Un corps ensanglanté. L'enquêteur Jim Burge est appelé sur les lieux. On a commencé à étudier les lieux de loin. Puis on l'a vu. De loin, on pouvait voir le corps. En s'approchant, on voyait du sang. Plus on s'approchait, plus il y en avait. On a vu une grosse roche avec beaucoup de sang. Enfin, en arrivant à côté du corps, on pouvait constater toute la violence qu'on lui avait fait subir. Il y avait beaucoup de sang. C'était une vision horrible. Les policiers étaient troublés par la scène. Ce n'est pas le genre de situation qu'on rencontre habituellement dans une petite ville. La victime ne mesure que 1,35 m. Mais de toute évidence, il ne s'agit pas d'un enfant. C'est plutôt un adulte dans la trentaine. On s'est demandé ce que cet homme avait pu faire pour mériter une telle raclée. La personne qu'on a trouvée dans l'eau ne pouvait pas se défendre. Elle ne pouvait pas s'échapper. On a vu ce qui ressemblait à une traînée de sang. Manifestement, les coups avaient été portés à un endroit et ils avaient traîné le corps sur environ 6 mètres. Son pantalon était tout prêt, mais les poches étaient retournées. C'était pour moi une preuve que quelqu'un avait fouillé ses poches à la recherche d'argent ou d'autres objets de valeur. Son portefeuille n'était pas dans son pantalon. On croit que la victime est Donald Fish, un homme de 34 ans. Il est venu de l'État de Washington pour organiser des séances de photos pour un photographe portraitiste en visite. Les policiers appellent sa famille pour confirmer. Les parents de M. Fish nous ont fourni une description détaillée de leur fils. Ils ont mentionné particulièrement un grain de beauté qu'il avait à l'arrière du cou. Grâce à cette information, on a pu confirmer que la victime était Donald Fish. Sa sœur Carolyn apprend la nouvelle le 4 juillet. Donald a toujours été une inspiration pour sa famille et ses amis. J'aimais l'appeler mon grand petit frère. Il était différent, mais il n'était pas un phénomène. C'était une personne vraie. Tout le monde l'acceptait tel qu'il était.
Il croyait que la moitié du combat résidait dans l'attitude. Il n'allait pas laisser cet obstacle l'empêcher de réussir. Malgré les gestes cruels récurrents, même si des gens le maltraitaient, il avait décidé qu'il s'élèverait au-dessus de tout ça et qu'il réussirait dans la vie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Pendant son enfance, les parents de Donald font tout en leur pouvoir pour l'aider à progresser et à trouver sa véritable passion. Il était au secondaire quand mon père a acheté une très belle table de billard. Il avait remarqué qu'il démontrait un intérêt pour ce jeu. C'est devenu son sport. La plupart des soirs, on entendait les boules de billard jusqu'à très tard dans la nuit. Il adorait ça. Il travaillait très fort et il est devenu un très bon joueur. Je me souviens qu'enfant, je le regardais souvent jouer, monter sur la table, sa queue de billard dans les mains. Il jouait au billard et faisait beaucoup d'argent. Je ne me souviens pas de l'avoir vu payer un verre dans un bar. Il y en avait toujours un pour lui. Malheureusement, quand il jouait dans les bars, il n'allait pas dans les endroits les plus recommandables. Les enquêteurs apprennent que Donald a fait une démonstration de ses talents la veille dans un bar local. Il se targuait d'être le meilleur joueur de billard. Il avait même dit à son patron qu'il allait aux Reston Reds pour affronter le meilleur joueur de la ville. Là, on retrouve la voiture modifiée de Donald, toujours garée à l'extérieur. So tell me what you saw last night. You know, he was in here. He's like a pool shark. He's taking bets, winning games. I mean, doing great. C'est un bar normal du centre-ville. Il y a des habitués qui socialisent au comptoir, comme partout ailleurs. Le soir du 2 juillet, des gens avaient vu Donald Fish jouer au billard. Les enquêteurs découvrent que Donald Fish a produit une forte impression. Hey, you're crazy. Il avait la personnalité énigmatique et le charisme qu'on retrouve fondamentalement chez ce genre de joueur. Il nous attire, il nous désarme, et ensuite il nous remet à notre place à la table de billard. Donald était comme ça, et il semblait beaucoup s'amuser. Les enquêteurs apprennent que 2 jeunes femmes ont aussi visité le bar pour la première fois ce soir-là, et se sont particulièrement intéressées à Donald. On nous a décrit les 2 filles. On nous a dit qu'elles étaient probablement lesbiennes. Ces femmes s'exhibaient, se promenaient dans le bar et agissaient de façon à attirer l'attention. Oh, good job. What's your name? I'm Tracy. I'm Don. Nice to meet you. Nice to meet you. En même temps, il courtisait les femmes. Il adorait les femmes. Il trouvait tout chez elles grisant et charmant. Il se nourrissait de leur attention. Alors il affrontait des joueurs au billard et courtisait les femmes en même temps. Hey bartender, can I get 2 tequilas for my new friend? Des témoins ont dit que M. Fish leur avait payé des verres. You really gotta lean over it. Okay. Better guide Really you. slow. Very slow. Yeah, now you're looking right there. Not even close. Plus tard, ils ont quitté l'établissement et ont apparemment continué à faire la tournée des bars du centre-ville. All right, girls, let's go hit the town, and tonight, I'm buying. Come on. Sounds good to me. Yeah, I like to play. You should teach us something. Well, we could definitely play some pool. Hey, how about a toast? Here you go. Cheers. To tonight. Here, here. Il avait l'impression que les 2 femmes étaient intéressées et qu'elles le draguaient. Il pensait probablement qu'il aurait des relations avec elles. Alors qu'un habitué entre dans le bar, les enquêteurs recueillent un indice sur ces mystérieuses femmes. Excuse me, I think I know what ladies you're talking about. Ils révèlent une histoire choquante et troublante de sexe et de violence. Mais ce n'est que le début,
puisqu'une nouvelle romance tordue naîtra bientôt derrière les barreaux, entraînant une évasion audacieuse. Des policiers de Roseburg, en Oregon, enquêtent sur le meurtre de Donald Fish, 34 ans. Ils découvrent que quelques heures avant son assassinat, il est sorti accompagné de 2 femmes, avec la ferme intention de s'amuser. Tonight, I'm buying. Come on. Sounds good to me. Un habitué du bar dit aux enquêteurs que selon lui, ces 2 femmes viennent tout juste de le déposer. So you were with these 2 ladies? I've been with them all day. How did you meet these ladies? I met them in the parking lot outside. They had no IDs, so they couldn't get in. So I just met them outside. Il a ensuite suggéré « Allons acheter de la bière de l'autre côté de la rue, puis allons la boire au bord du fleuve. » Ils se rendent dans un coin tranquille pour boire et s'amuser. Les femmes disent s'appeler Tracy et Tamara. Cet homme pensait qu'ils auraient des relations sexuelles et il a commencé à embrasser Tracy. Mais Tamara n'a pas envie de partager son amante. Puis Tamara a sorti un couteau. I love blood. Toute cette histoire lui a fait peur. Tracy Poirier, 29 ans, et Tamara Upton, 27 ans, se délectent de cette situation tordue. On sait que Tracy Poirier a connu la violence dans son enfance. Ça l'a rendue extrémiste et portée à adopter un comportement scandaleux. Elle buvait beaucoup. Elle est devenue alcoolique. Elle s'est prostituée. Elle avait peu ou pas de base pour un développement psychologique normal et sain. Tracy Poirier a eu des problèmes toute sa vie. C'était une délinquante juvénile. Elle a commis de petits larcins, elle a volé des voitures. Elle a souvent eu affaire au système de justice pénale dès un très jeune âge. Elle a fait de la prison en Californie pour cambriolage et vol. Elle s'est évadée pendant qu'elle purgeait cette peine. C'était une criminelle de carrière. Ses crimes s'aggravaient et elle ne semblait pas s'en soucier. Tamara Upton a grandi dans un milieu très pauvre. Elle a été agressée sexuellement pendant la majorité de son enfance. Elle n'a jamais été protégée par les adultes dans sa vie. Ça a probablement contribué à son mépris et parfois même à sa rage pure envers les hommes. Pendant un certain temps, les 2 femmes ne sont que de simples connaissances. Mais une rencontre accidentelle la veille du meurtre de Donald Fish vient tout changer. Oh, I just got out of jail. Okay, let's go drink. We gotta catch up. Tracy vient d'être libérée de prison après avoir purgé une peine pour vol de voiture. Mais elle retombe rapidement dans ses vieilles habitudes. Des habitudes que son amie trouve attirantes. Well, actually, I just stole a new blue car. Some people never change. Tracy invite Tamara à se joindre à elle pour un voyage de 200 km de Salem jusqu'à Roseburg. Les 2 femmes en profitent pour approfondir cette chimie qu'elles viennent de se découvrir. Après sa sortie de prison, Tracy devait se présenter à son agent de libération conditionnelle ici à Roseburg. Apparemment, c'était ici qu'elle prévoyait s'établir. Tous leurs gestes semblaient être faits sur des coups de tête. Il n'y avait pas de plan. C'est leur 2e journée en ville quand elle rencontre le client du bar. Il raconte qu'après l'incident du couteau, il les a ramenés à son appartement où la situation est devenue torride.
l'homme décrit la voiture bleue particulière des filles. Pendant ce temps, à moins de 2 km de là, les suspects de meurtre ont une nouvelle rencontre surprise avec un homme. Un agent de la Sûreté de l'État a vérifié la plaque et a vu que c'était un véhicule volé. Tracy Poirier et Tamara Upton doivent maintenant prendre une décision. Essayer de s'en sortir en mentant ou prendre le pari risqué de s'enfuir. À Roseburg, en Oregon, un agent de la sécurité de l'État intercepte une voiture qui a été déclarée volée à Salem, à 200 km de là. Il ignore que les 2 femmes dans le véhicule sont soupçonnées de la violente et mortelle lapidation de Donald Fish, 34 ans. Step out of the car. Out of the car. Face away from me. Face away from me. Hands behind your back. Face the car. Let me see your hands. Out of the car. Right now. Out of the car. Face away from me. Face away from me. Le duo se rend dans le calme, pour le moment. Peu après, les enquêteurs de Roseburg publient la description de la voiture donnée par le client d'un bar, celui qui a acheté de la bière aux 2 femmes avant de faire l'amour avec l'une d'elles. Après qu'on a transmis la description par radio, le conducteur de dépanneuse qui avait remorqué la voiture jusqu'à une fourrière nous a appelés. On y a envoyé nos enquêteurs pour examiner la voiture. Sur le pare-choc arrière, il y avait des traces de sang. On s'est donc dit qu'on tenait nos suspects. Ils font une autre découverte troublante dans le coffre. Une empreinte de main ensanglantée. À la prison, les enquêteurs interrogent les femmes. Tracy Poirier admet avoir vu Donald Fish dans le bar le soir de sa disparition, mais elle ne dit rien de plus. Tracy a expliqué qu'ils attendaient une autre femme, prénommée Lisa. La dernière fois qu'elles avaient vu leur amie Dawn, il attendait Lisa pour sortir avec elle. Tamara Upton offre une version similaire des faits. Mais sa détermination commence à être ébranlée. Quand Tamara a su qu'on cherchait le responsable du meurtre de son amie Dawn, elle était visiblement troublée. Elle a commencé à trembler et à pleurer un peu. Elle a fait quelques déclarations non sollicitées à l'enquêteur du bureau du shérif. Entre autres, elle a dit « Vous sentez-vous à l'aise dans la même pièce qu'une meurtrière psychopathe ?» Et elle s'est exclamée « Tracy, dans quoi je t'ai embarqué ?» Malgré ces déclarations, Tamara n'accepte pas de changer sa version des faits. Toutefois, les enquêteurs découvrent qu'elles ont raconté une histoire bien différente à leur compagne de cellule qui dévoile tout. Elle frappait sur les murs de la cellule de prison et criait « Tammy, je t'aime !» Quand les autres détenus en ont eu assez et lui ont dit de se la fermer, elle a crié « Je viens de tuer quelqu'un, pensez-vous que j'ai peur de vous ?» Tracy et Tamara se vantent même des détails du meurtre. Elles racontent qu'elles étaient dans le bar et qu'elles ont vu Donald exhiber son argent. You see how much money that guy's got over there? Yeah. We should roll him tonight. Let's do it. Tracy sert d'appât.
Tracy et Tamara ont donné beaucoup de détails sur le crime. Elles l'ont rencontré au bar. Il leur a payé des consommations. Il avait beaucoup d'argent sur lui. Elles l'ont courtisé. Il était charmeur et sociable. Ces femmes ont volontiers répondu à ses avances, en se disant qu'il serait une proie facile. Elles pensaient pouvoir le maîtriser facilement à cause de sa taille. Le trio sort en ville. Donald est convaincu que la fête ne fait que commencer. Et c'est exactement ce que Tracy Poirier et Tamara Upton veulent lui faire croire. Tracy était très brillante et manipulatrice. On peut présumer qu'elle était le cerveau de l'affaire. Elle avait courtisé Tamara et avait réussi à la faire tomber amoureuse d'elle et à la convaincre d'être sa force. Tammy était beaucoup plus agressive. Puisqu'elle était amoureuse de Tracy, elle était prête à faire tout ce qu'elle lui demandait. Le groupe repart dans la nuit. Donald a continué à courtiser Tracy et ils ont commencé à s'embrasser. Apparemment, ça a fâché Tamara. Elle est devenue jalouse. Hey. Oh my God. I love blood. Elle s'est coupée et a léché son sang pour choquer la victime et lui faire peur, pour lui montrer que c'était elle qui maîtrisait la situation. Maintenant, elle veut qu'il souffre pour avoir embrassé son amoureuse. Elle presse le couteau sous son nez et le tranche. À ce moment, il était évident que la situation était grave et que cette Tamara était en fait une psychopathe. Donald saigne abondamment et les femmes lui ordonnent de sortir de la voiture. Il était complètement sans défense. Elle roule jusqu'aux rives du fleuve. Get out of the car. Keep on. Come on, let's go. Let's go. Get your shirt off. Give me your shirt. Come on, let's go. You know that money we saw earlier? Come on, give it up. Come on. Donald Fish sait qu'il ne peut échapper à ses ravisseuses. Elle l'oblige à se déshabiller. Give me your shirt. If you let me find my parents, I can get another $10,000. Shut up and get your shirt off. Don't kill me. Shut up and get your shirt off. Give it here. Il les supplie de l'épargner. Give me your shirt. Don't kill me. I'll do anything. Just don't kill me, please. Let's go. Let's go. Down by the water. Those pants are mine. Les deux femmes prennent des roches de rivière et l'attaquent. Et elles ont commencé à le battre. C'est l'histoire que Tracy et Tamara ont racontée à leurs compagnes de cellule. Elles ont commencé à le frapper à la tête et à le lapider. C'était une raclée digne d'hommes des cavernes. C'était l'instinct humain à son plus bas, au point où il agit comme un animal et attaque sauvagement un autre être humain. Et tout ça pour quelques dollars. Tamara Upton était certainement l'agresseuse et elle l'admet. Puis elles ont pris une très grosse roche et lui ont fait éclater la tête. Elles lui ont écrasé le crâne. C'était un coup fatal. C'est la façon la plus cruelle et la plus brutale d'exécuter quelqu'un. Selon une des détenues interrogées, elles ont traîné son corps et Tamara est montée sur sa tête pour la tenir sous l'eau et s'assurer qu'il était bien mort. Il est probable qu'elle l'ait tué dans un excès de rage incontrôlable. Elle ne voulait peut-être pas laisser de témoin, mais il est plus probable que Tamara soit allée jusqu'au bout du meurtre de Donald Fish pour prouver son amour à Tracy. Elle était prête à anéantir la vie de Donald Fish pour Tracy.
L'amour tordu de Tamara Upton ne connaît pas de limites. Tamara voulait prendre la responsabilité de tout le crime pour Tracy. Mais Tracy est heureuse de se décrire à ses compagnes de cellule comme une mauvaise fille. Tracy avait déjà fait de la prison. Elle savait qu'elle devait se donner une image dure et imposante. Elle sentait qu'elle avait une réputation à protéger. Alors elle a parlé du crime qu'elle avait commis. Elle essayait de paraître plus puissante et plus menaçante qu'elle était peut-être vraiment. Un travailleur de nuit communique avec la police pour donner une nouvelle information importante qui confirme les histoires qui circulent en prison sur le déroulement du crime. Un témoin travaillait dans un restaurant du coin. Il a terminé son quart à 1h et est rentré chez lui à vélo. Sur le trajet du retour, il s'est arrêté sur le pont parce qu'il a vu une voiture en bas avec les phares allumés. Il a vu ce qui semblait être 2 adultes et un enfant devant les phares. Puis il a entendu ce qui ressemblait à une altercation. Et ensuite, le son de roches qui s'entrechoquent, comme si on les lançait. En réalité, c'était peut-être les roches qui frappaient M. Fish. Il les a entendus dire « Il l'a entendu, alors il savait qu'elle l'avait vu. Puis 2 portières se sont fermées simultanément et les femmes ont commencé à remonter la pente. Il a pédalé jusqu'au bout du pont et là, il a vu une femme. Selon sa description, on présume que c'était Tamara Upton. Un autre témoin dit avoir vu une femme correspondant à la description de Tamara faire les 100 pas dans un garage souterrain avec des jumelles et fixer la section de la rive où le corps de Donald Fish a été retrouvé. Tamara a dit qu'elle ne voulait pas de procès. Elle a plaidé coupable aux accusations. Un juge la condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Tracy Poirier plaide non coupable aux accusations d'homicide aggravé et d'enlèvement. Après 2 jours de délibération, les jurés rendent un verdict de culpabilité. Ils ont spécifié qu'ils ne voulaient pas qu'on impose la peine capitale. Et ils ont voté à 10 contre 1 pour l'empêcher de jouir de la possibilité d'une libération conditionnelle. C'était une vraie peine à perpétuité. La relation s'est terminée. Elle ne pouvait plus communiquer. C'était la fin de l'histoire d'amour entre Tracy et Tamara. Si Tracy et Tamara n'avaient pas été en couple, il est probable que Tamara n'aurait pas tué Donald Fish. Elle avait certainement de mauvais rapports avec les hommes, mais elle n'avait aucun historique de violence. Tracy, de son côté, avait un long historique de comportements illégaux. Tracy aurait pu tuer parce qu'elle se plaçait certainement dans des situations qui pouvaient mener à ce degré de violence. Mais Tracy Poirier n'a pas du tout l'intention de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Elle est déterminée à s'évader, mais son plan audacieux ne peut fonctionner que si elle convainc une nouvelle amoureuse de l'aider à s'évader. What are you doing? It's okay. You know that I like you. À Roseburg, en Oregon, 2 amantes, Tracy Poirier et Tamara Upton, ont été condamnées à passer leur vie derrière les barreaux pour le meurtre du joueur de billard Donald Fish. Tracy Poirier a toujours été une détenue à problème. Des évasions, de la contrebande, un manque de respect envers les agents. Et après le meurtre, ce comportement a persisté. Malgré son apparence réservée, Tracy est une criminelle endurcie. On ne peut pas lui faire confiance. Elle doit être sous haute surveillance. Elle a réussi à s'évader à plusieurs reprises. Elle est dangereuse et présente un risque très élevé pour la sécurité. Pendant 6 ans,
Tracy purge sa peine au centre correctionnel pour femmes de l'Oregon jusqu'à ce qu'une occasion se présente. La surpopulation carcérale force son transfert temporaire vers une prison à sécurité moindre du comté de Coos. Elle était prête à tenter de s'évader dès la première occasion. Elle est manipulatrice, charmante et rusée. C'est une femme très dangereuse. Tracy est déterminée à s'évader et sait qu'elle a besoin d'aide pour y arriver. Come on, Tracy, you know the drill. Search and pat down. Get up. Spread your arms. Let's go. Il lui faut une personne psychologiquement vulnérable qu'elle pourra attirer dans une relation illicite. Whoa, what are you doing? It's okay. You know that I like you. Pamela Trimble, mort à l'hameçon. Pamela Trimble. Tracy a dupé Pamela Trimble. Elle devait être vulnérable. On en sait peu sur la vie personnelle de Pamela, mais elle a violé son code de déontologie et s'est dérobée à ses responsabilités d'agente de correction en entrant en relation avec Tracy. Pamela jouait essentiellement le même rôle que Tamara. Ça en dit long sur le culte de la personnalité qui entourait Tracy. Les femmes semblaient tomber amoureuses d'elle. Elle avait un certain pouvoir et une aura qui amenaient les gens à poser des gestes téméraires. Close number 4. Pamela commence à faire passer des biens de contrebande. Mais on se met vite à murmurer à propos de leur relation illicite. Quand les autorités ont été informées de la situation, Pam Trimble a démissionné. Mais ça ne s'est pas terminé là. Tracy est envoyée à la prison d'État de l'Arizona, mais elle est vite transférée quand les autorités apprennent que Pamela l'a suivie. Tracy Poirier a été renvoyée en Oregon et placée dans l'aile à sécurité élevée du centre correctionnel pour femmes. Les autorités croyaient qu'elle prévoyait s'échapper. Tracy était sous haute surveillance en Oregon. Seule sa famille avait le droit de lui rendre visite. Elle a perdu beaucoup de poids et les autorités la surveillaient de près. Mais pas d'assez près. Tracy se prépare discrètement à s'évader de sa cellule. Le 28 août 1998, Pamela Trimble vient à la rencontre de son amante. Pamela Trimble s'est garée derrière le centre, a pris des pinces, a traversé le ruisseau et fait un trou dans la clôture de la prison. Tracy a cassé une fenêtre et s'est glissée dans l'espace étroit. Sa perte de poids faisait partie du plan d'évasion. Et elles se sont enfuies ensemble. C'était une évasion très audacieuse qui était, de toute évidence, bien pensée et bien préparée. Le lendemain matin, il manque une détenue au déjeuner. Lieutenant, we're missing cell 4. Il est environ 5h45 et j'étais à la maison. J'ai reçu un appel m'avisant qu'il y avait eu une évasion. Dès le début, il était clair que quelqu'un l'avait aidé à s'évader. On le voyait à l'utilisation d'outils pour couper la clôture et d'une barre pour casser la fenêtre et lui permettre de sortir de la bâtisse. Les autorités de la prison nous ont dit qu'elle avait une petite amie, une visiteuse du nom de Pamela Trimble. Ils l'ont tout de suite identifiée comme une personne à surveiller.
L'évasion de Tracy Poirier était une grande nouvelle en Oregon. Ça n'arrive pas tous les jours dans cet État. Et les gens étaient aux aguets. C'était une situation effrayante. Une femme condamnée pour meurtre était au large. Dans toutes nos alertes aux services de police, on indiquait clairement qu'elle devait être considérée comme armée et potentiellement dangereuse. On a identifié le véhicule de Pamela Trimble, une camionnette importée. On a aussi lancé un avis de recherche et on a fait des annonces dans les médias. On a rendu des photos publiques le jour même. La nouvelle de son évasion cause un choc horrible à la famille de Donald Fish. Quand j'ai su que Tracy avait reçu l'aide d'une gardienne de prison et qu'elle était libre, j'étais tellement fâchée. Comment osait-elle penser qu'elle méritait d'être libre? Mes parents avaient peur parce que leur témoignage et celui d'autres personnes avaient envoyé ces femmes en prison. Ils ont fait installer un système d'alarme. Ils ignoraient ce qui allait se passer. Le lendemain, on a appris qu'au nord d'ici, dans le secteur de Wilsonville, une banlieue de Portland, on avait retrouvé le véhicule abandonné de Pamela Trimble dans un quartier résidentiel. J'étais un peu surpris qu'elles aient abandonné la camionnette aussi rapidement. Je m'étais attendu à ce qu'elles aillent un peu plus loin. On est allé chercher le véhicule. Au cours de l'enquête, on a parlé à un chauffeur de taxi qui avait vu les reportages dans les médias et qui avait reconnu des gens correspondant à la description. Le chauffeur de taxi dit avoir déposé les fugitives à une gare d'autobus de Portland. Il s'aperçoit facilement que Pamela Trimble a complètement modifié son apparence. Pamela Trimble était déguisée en homme et on a dit que son déguisement était très mal réussi. Elle portait une épaisse moustache foncée de mauvaise qualité. C'était clairement un déguisement. Don't tell me to shut up. No, I'm not gonna shut up. Who cares? I don't care what they think. Les gens ont immédiatement remarqué le couple. Elle se démarquait. Tracy était impolie et odieuse. I know it's gonna be fine. Stop telling me it's gonna be fine. Elles ont acheté des billets d'autobus pour San Francisco, en Californie. Là, la piste a refroidi. La police pensait qu'elles avaient pris l'autobus, mais ignorait quelle direction elles avaient emprunté. Les agents ont perdu leurs traces. L'histoire de l'évasion audacieuse est rapportée à l'échelle nationale dans une émission sur les crimes, ce qui fournit de nouvelles informations. On les aurait vues à plusieurs reprises à l'autre bout du pays, dans le Rhode Island. Elles utilisaient des noms d'emprunt et fréquentaient les bars et les boîtes du coin. Tracy s'était taillé une réputation à force de semer la pagaille et de se comporter en ivrogne. Ça ressemblait à ce qu'elle avait fait toute sa vie. Usual, babe. Okay, you. I think we need some shots. Thanks. No. Okay. I want tequila. Quand Tracy boit, elle devient agressive. On sait que Tracy était alcoolique. Même si elles ont tenté de mener une vie normale à Providence, Tracy ne pouvait pas arrêter de boire. Mais la fête est peut-être enfin terminée. 30 jours après son évasion de prison, les agents du FBI sont enfin prêts à procéder à son arrestation. Mais la meurtrière condamnée se laissera-t-elle prendre sans se défendre? Tracy, put your hands up. Put the knife down. À Providence, dans le Rhode Island, les agents spéciaux du FBI sont sur le point d'arrêter une meurtrière condamnée qui s'est évadée de prison, Tracy Poirier. On leur a dit qu'elle travaillait dans une boulangerie italienne. Les agents entrent par la porte arrière, armes au poing, et confrontent Tracy. Tracy, put your hands in the air. Drop the knife. Put the knife down. Turn around.
Sa vie de fugitive avec l'ancienne gardienne de prison déchue Pamela Trimble prend fin. Le couple ne sera plus jamais ensemble. Can I just say goodbye to Pamela? Stand up. Les policiers étaient heureux de lui accorder cette faveur, parce qu'ils ignoraient où se trouvait Pam. Tracy les guide jusqu'à une boucherie tout près. Pamela, put the hammer down and put your hands in the air. Turn around. Put your hands behind your back. Et cette histoire d'amour passionné s'est terminée quand Tracy a dit au revoir à Pam. Pam avait tout fait pour Tracy au nom de l'amour. Elle avait couru de grands risques, perdu son emploi et était devenue une criminelle recherchée. Et c'était sa récompense. Elle a dit au revoir à Tracy, on l'a menottée et mise en prison. En détention, les deux femmes font tout en leur pouvoir pour éviter d'être renvoyées en Oregon. On a mis un certain temps à les ramener. Finalement, il nous a fallu un mandat du gouverneur. On a ramené Pamela Trimble en Oregon en janvier. Et Tracy Poirier est revenue en février. Elles étaient toutes les deux de retour en Oregon en février. Tracy Poirier était déjà une détenue sur la responsabilité du département des services correctionnels, condamnée pour meurtre aggravé. Elle est revenue et a reçu une sanction. Pamela Trimble a été poursuivie pour une série de crimes, dont évasion, avoir fourni des articles de contrebande, des outils pour l'évasion et pour être entrée dans le centre afin d'aider à une évasion. Pamela Trimble plaide coupable à toutes les accusations et écope de 3 ans de pénitencier. Elle est de nouveau libre aujourd'hui. En février 1999, lors d'une audience disciplinaire du département des services correctionnels, Tracy Lee Poirier est condamnée à purger 6 mois en isolement et à rembourser les dégâts causés à la prison d'où elle s'est évadée. Elle est toujours considérée comme à risque d'évasion et est détenue dans une prison non identifiée, quelque part en Oregon. Tous les 4 juillet, alors que le reste du pays célèbre, le temps est à la réflexion pour la famille de Donald Fish. Ça a dévasté ma famille. Encore aujourd'hui, mes parents ne célèbrent pas le 4 juillet, puisque c'est le 4 juillet qu'on l'a appris. J'aurais aimé qu'ils puissent voir mes filles grandir. Ils me manquent toujours. J'aurais aimé le voir avec une famille. On nous l'a volé. L'affaire est emblématique. Les véritables prédateurs se rabattent sur les proies les plus faibles de notre société. Donald Fish était vulnérable. Il ne pouvait pas se défendre. C'est un meurtre impitoyable et calculé. L'idée que des êtres humains s'en prennent à une personne sans défense, c'est scandaleux. Tracy n'aimait ni Tamara ni Pamela. Ce qu'elle aimait, c'était ce qu'il pouvait faire pour elle.
Tracy a par le passé enfreint la plupart des normes et des règles conventionnelles de notre société. C'est une sociopathe classique. Elle croit que les lois ne s'appliquent pas à elle. Elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut à qui elle veut. Elle est incapable d'éprouver de la sympathie envers les autres. L'alliance meurtrière dans les deux cas vient de Tracy Poirier. Tracy est diabolique, rusée et manipulatrice. Elle savait ce qu'il fallait faire pour séduire Tamara et Pamela. Elle a séduit Tamara afin de libérer sa violence meurtrière. Et elle a séduit Pamela pour qu'elle l'aide à s'évader de prison et à s'enfuir.